Notre expert cette semaine est le docteur Jean-Michel Le Cerf, endocrinologue, ancien chef du service nutrition de l'Institut Pasteur. Bonjour Jean-Michel Le Cerf. Bonjour Michel. Janvier, nouvelle année, nouvelle résolution, même si d'ailleurs certaines ne durent pas, elles nous permettent tout de même souvent de fixer un cap, de revoir nos priorités. Alors après la période des fêtes, des bûches, de l'épiphanie, de la galette des rois, si on parlait de sucre, d'abord sucre, glucides, à quoi sert le sucre qu'on mange dans notre organisme? Oh, il sert à beaucoup de choses. Le sucre est le carburant privilégié du cerveau, d'abord, des globules rouges, ensuite, qui ne peuvent pas s'en passer. Et d'ailleurs, le sucre rentre tout seul sans l'insuline dans ses organes, dans le cerveau. Mais il est également le carburant de nos muscles. Alors, ce n'est pas le carburant exclusif de nos muscles, puisque les graisses peuvent aussi être utilisées lorsqu'on fait de l'exercice physique. Mais donc, les glucides, au sens large, sont extrêmement utiles. Mais les glucides, c'est tout un monde entre les glucides simples et les glucides complexes, entre les glucides sucrés et ceux qui ne sont pas sucrés. Il y a toute une ribambelle, si je puis dire, de nutriments qui rentrent dans notre métabolisme avec des effets qui sont a priori positifs, sauf dans certains cas. Eh bien, on va y revenir aussi, mais vous l'avez dit, hein, ils se distinguent par ceux qui sont simples, les complexes. On parle aussi d'index glycémique, par exemple. Comment est-ce qu'on s'y retrouve et quel est l'intérêt pour le commun des mortels d'avoir ces notions? Ouais, alors c'est compliqué de tout intégrer. Il faut pas trop charger la barque quand même en matière de connaissances, mais l'index glycémique, c'est une notion qui est intéressante, c'est la capacité qu'a un glucide, un sucre, qui est le terme général, mais on réservera plutôt sucre pour les glucides qui sont sucrés. Hein. Donc, glucides, c'est plus général. Par exemple, les glucides des pommes de terre, les glucides du pain, les glucides du riz ne sont pas sucrés. Et on mettra ça dans les glucides. Eh bien, la capacité qu'a un glucide à faire monter le glucose dans le sang, c'est-à-dire la glycémie, est reflétée par l'index glycémique. Il est Hmm. souhaitable d'avoir dans notre alimentation une alimentation avec un index glycémique si possible pas trop haut, parce que ça va entraîner une élévation de la glycémie et ensuite un effet contraire avec la sécrétion d'insuline qui va faire baisser le sucre. Mais chez quelqu'un qui a un poids normal, une activité physique normale, tout ça n'a pas énormément d'effets négatifs. Par contre, ça peut avoir un effet négatif chez les personnes qui sont dans ce qu'on appelle une situation, c'est un peu compliqué, mais d'insulino-résistants, des gens qui ont pris du poids de façon excessive et qui ne réussissent plus à faire rentrer le sucre dans leurs cellules. Et à ce moment-là, quand on mange des aliments d'index glycémique élevé, le sucre s'élève dans le sang et on risque à ce moment-là de commencer à rentrer dans le diabète. Donc en fait, l'index glycémique est vraiment problématique chez les gens qui sont déjà en surpoids pour des tas d'autres raisons. Pour quelqu'un qui a une activité physique normale, un poids qui est normal, ça n'est pas extrêmement préoccupant. On va revenir sur certains effets J'espère que c'était négatifs. pas trop compliqué. Ça me paraît assez clair, mais on a aussi l'impression parfois que chacun y va de son idée. Alors je lisais très récemment une tribune qui affirmait qu'un cerveau d'enfant n'avait pas besoin de sucre rapide au réveil, qu'il fallait éviter le sucre le matin au petit déjeuner parce que c'était une montée rapide de la glycémie, une réponse insulinique excessive, une chute d'énergie à la mi-journée. Donc évitons le sucre pour les enfants le matin. Oui, non, mais tout ça, c'est des histoires qui sont extrêmement partielles. C'est-à-dire que les gens mélangent tout. Il y a notamment ce qu'on appelle la glucose révolution qui a été lancée par une vedette des médias, mais qui attribue au sucre tous les méfaits possibles, imaginables. Je me rappelle, il y a une quarantaine d'années, j'avais reçu un livre qui s'appelle Le mal du sucre, d'une américaine, j'allais dire quelconque, qui attribuait au sucre tous les méfaits de l'organisme, y compris les guerres, les disputes, enfin tout, tout, tout. C'est invraisemblable. On va beaucoup trop loin. Il est certain qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait trop de sucre dans l'alimentation des enfants, comme des adultes, en général, pour pouvoir laisser de la place aux autres aliments. Ça, c'est une notion qui est importante. Il est certain aussi que nous avons besoin de diversifier notre alimentation avec toutes sortes d'aliments végétaux et animaux. Et c'est vrai que si notre alimentation devient trop sucrée, elle se déséquilibre. Elle ne va pas forcément entraîner
des effets négatifs sur la santé des gens qui ont un poids normal et une activité physique normale. Mais comme une grande partie de la population est devenue sédentaire et une grande partie de la population est en surpoids, à peu près 50% dans notre région, à peu près, eh bien, il est important de ne pas accorder une place trop importante aux aliments sucrés, notamment le saccharose et le glucose. Le saccharose, c'est le sucre que l'on met dans les aliments, que l'on met dans la cuisine ou que l'industriel rajoute dans les aliments pour avoir le goût sucré. Parce que il faut aussi revenir à des choses qui sont élémentaires, mais euh, le sucre, on aime le manger parce qu'il est bon, parce qu'il fait plaisir, parce qu'il fait du bien. Et donc là, il y a éventuellement, dans certains cas, un entraînement excessif qui va survenir. Mais qu'il soit bon n'est pas a priori condamnable. Donc, quand on parle des sodas et des boissons sucrées comme un fléau d'aujourd'hui, Oui. c'est dans quel Alors, contexte? là, vous avez raison, Michel, d'insister sur la part des boissons sucrées. C'est vraiment un point tout à fait particulier. Les boissons sucrées posent un vrai problème de santé publique dès lors qu'on en consomme plus d'une canette par jour. Ce qui est très vite arrivé pour beaucoup de personnes. Parce que les sodas, c'est du concentré, effectivement, de sucre. Dans un litre de soda, on a à peu près 20 morceaux de sucre. Et c'est Ça énorme. paraît énorme. C'est absolument considérable. Ça déséquilibre l'alimentation, ça fait manger plus sans faire manger moins. Je vais vous donner une explication. Quand vous prenez par exemple au goûter du pain avec du chocolat, le soir vous allez manger un petit peu moins parce que vous avez fait un goûter avec du pain et du chocolat. Si vous prenez une canette de boisson sucrée au goûter, à la place du pain et du chocolat, vous n'allez pas manger moins le soir. Et donc il y a un surplus qui s'installe, sans compter que ce sont des calories qui peuvent être, chez les personnes en surpoids, directement transformées en graisse dans le foie. Et c'est là où on va commencer à avoir des problèmes. Si vous avez une activité physique normale, si vous n'avez pas de problème de surpoids, il n'y a pas à vous préoccuper de cela de façon abusive. Bien sûr, il faut continuer à équilibrer votre alimentation. J'ai vu que l'OMS recommandait de ne pas excéder 100 grammes de sucre Oui. par jour. Ça paraît tout de même beaucoup, mais on a du mal à se représenter ce que ça peut faire. Alors, la France est en France, on est à peu près à 90-100 grammes pour les adultes. Donc, on est à peu près dans la moyenne. Mais chez les enfants, le 100 grammes, c'est moins que ça. C'est plutôt 60 ou 75 grammes selon l'âge que nous avons. Et on a quand même 20 à 30% des enfants qui sont au-dessus. Et donc, il faut être attentif à non pas supprimer le sucre, le miel, la confiture et toutes sortes de choses ainsi qui seraient exagérées parce que ce ne sont pas des poisons, mais il faut être attentif à les limiter quand même parce que ça peut contribuer à l'excès d'énergie avec un point tout à fait particulier pour les boissons sucrées. Vraiment. Docteur À Jean-Michel, table, de l'eau. Docteur Jean-Michel Le Cerf, un dernier point sur cette question des sucres dans l'alimentation. C'est devenu un argument marketing aussi maintenant, sans sucre ajouté. On en voit partout. Est-ce que ça veut dire que le sucre est déjà omniprésent, il est suffisant, c'est pas le même? Pourquoi est-ce qu'on a Alors sans sucre c'est ajouté? le même, mais c'est vrai que pendant longtemps, on avait tendance, les industriels avaient tendance à rajouter du sucre un petit peu partout et ça finissait par renchérir les apports. Et donc, sans sucre ajouté, il y a des tas d'aliments qui n'ont pas besoin d'avoir du sucre en plus. Par exemple, vous prenez un jus de fruits, pur jus de fruits, il n'a jamais de sucre. C'est même interdit par la loi qu'il y ait du sucre. Donc, quand il est marqué sans sucre ajouté, c'est un pléonasme. C'est comme si... enfin voilà, c'est vraiment un pléonasme. Pour d'autres, ça peut être un argument tout à fait utile. Il n'est pas indispensable de sucrer un yaourt, par exemple. Mais faut pas non plus être plus royaliste que le roi. On met sans sucre ajouté sur un yaourt, et puis les gens mettent une cuillère à café de sucre dedans. Oh, voilà, quelle est la différence? Il n'y a pas une différence énorme. Il faut simplement apprendre à moins sucrer. Et à ce moment-là, un peu à la fois, quand c'est plus sucré, on dit «Ah, c'est trop sucré». Moi, il y a longtemps que je prends du café sans sucre. Dès qu'il y a un tout petit peu de sucre, je dis «c'est trop sucré». Et maintenant, j'aime pas le café sucré. Mais on s'habitue. Voilà, c'est pas le diable, c'est pas dramatique, mais ça nécessite une vigilance absolument
notamment chez les gens qui sont en surpoids, diabétiques, coronariens et avec une maladie hépatique qui commence. Vous venez de dire, c'est pas le diable. Alors manger sucré, trop manger sucré, ça pose aussi évidemment la question de la gourmandise. Vous l'évoquez hein, dans votre livre La joie de manger aux éditions du Cerf. C'est la gourmandise, c'est l'un des 7 péchés capitaux. Pourtant, la gourmandise, ça évoque quelque chose de très positif. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un chapitre que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir dans ce livre, parce que les aliments nous attirent et nous fassent du bien. Il me semble que le Créateur il l'a voulu. Il nous a créés avec le plaisir comme moteur de notre prise alimentaire. Si les aliments n'étaient pas agréables, on ne mangerait pas. Heureusement qu'ils sont agréables. Et heureusement d'ailleurs que les plus agréables sont les plus riches. Parce que si les plus agréables étaient les moins riches, ce serait dramatique. Imaginez que l'aliment le plus agréable, ce soit le navet, le topinambour et toutes ces choses-là. On ne mangerait pas. Donc, il est normal qu'on soit attiré vers des aliments qui sont agréables, sucrés et gras. Mais la gourmandise, c'est pas dans le sens où l'Église l'a défini à un moment donné, ce n'est pas le plaisir de manger qui est normal. En fait, la traduction initiale n'a pas été très bonne. Dans les textes originaux, on aurait dû traduire par gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est... Alors, on a tous été un peu gloutons à un moment donné. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'étais affamé, donc j'étais glouton. Mais la gloutonnerie qui nous enferme, qui nous coupe des autres, qui devient comme une obsession, qui nous empêche d'aller vers les autres, vers notre prochain, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte, et qui conduit à ce qu'on se replie sur soi et plus rien d'autre ne compte, ça peut être considéré, et c'est considéré par l'Église, comme un péché, peut-être le plus petit des péchés capitaux, mais qui va nous conduire à une forme d'égoïsme, de repli sur soi, et finalement nous enfermer. Donc c'est dans ce sens-là où il faut comprendre que la gloutonnerie n'est pas encouragée, et on peut s'en confesser. Et saint Thomas définit, lui, la gourmandise comme le désir désordonné de nourriture. Oui, cette définition, je la cite aussi, et elle me semble bonne. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le péché de gourmandise? Il faut apprendre à manger les aliments avec plaisir, mais avec modération, en fait. C'est un peu ça. Donc, on est plutôt dans cette démarche qu'on appelle aujourd'hui, avec beaucoup de récurrence, pleine conscience, apprécier, savourer, prendre le temps, être plutôt dans l'éveil sensoriel, plutôt dans... je ferai la comparaison avec la dégustation du bovin, euh, plutôt de l'œnologie que de l'excès. Après, si on est tombé vraiment dans la gloutonnerie, je pense qu'il y a une prise de conscience spirituelle à envisager. C'est autre chose. Pour conclure, alors c'est peut-être un petit aparté, mais on parle aussi parfois de gourmandise spirituelle qui est rencontrée souvent chez des nouveaux convertis ou chez des gens qui Ah, découvrent cela. Est-ce que ça vous a déjà parlé? ah La oui, oui. gourmandise Bah spirituelle. oui, gourmandise veut dire désir en Mm. fait, hein. Donc le désir de manger, le plaisir de manger, le désir d'en savoir plus, oui, c'est intéressant. L'envie de découvrir, c'est vrai il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. C'est une bonne chose, la gourmandise spirituelle. Euh, Est-ce qu'elle est satisfaite à un moment donné? Est-ce qu'on veut toujours aller plus loin? Euh, c'est le cœur qui travaille, c'est bien. Ah oui, j'aime bien. Merci de cette approche de gourmandise spirituelle. Je vais la garder. Docteur Jean-Michel Le Cerf, qui publie notamment hein, La joie de manger aux éditions du Cerf, qui a publié il y a un petit moment, dont on retrouve hein, le chapitre sur la gourmandise. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci Michel.